Bonjour à tous, je suis Henri Saporta, je suis rédacteur en chef d'Emballage Magazine et j'ai le plaisir d'animer le 4e plateau de Innovation Lab Génération Startup. Et donc nous sommes le jeudi 17 novembre sur le salon All for Pack. Lundi, nous avons fait la révolution du camembert 4.0. Mardi, nous avons vu comment on pouvait réinventer la consommation d'eau. Mercredi, une nouvelle approche de la supply chain. Et aujourd'hui, nous allons voir comment simplifier et piloter la production avec de nouveaux outils et des outils qui s'intègrent dans l'industrie 4.0. Pour traiter ce sujet, je suis en compagnie de Tiziano Polito, rédacteur en chef d'Emballage Magazine en charge des technologies de production, et de Loïc Ledoussal, fondateur de la start-up Usitab. Loïc, comment vous en êtes venu à développer ce projet ? Oui, bonjour. Donc, je suis Loïc Ledoussal, je suis un ancien industriel. J'ai travaillé 16 ans dans l'industrie pour deux groupes leaders sur leur marché, deux groupes alimentaires américains. 10 ans chez Coca-Cola et 6 ans chez McCormick. Donc vous avez l'expérience de la production et des grandes usines. Voilà, de la production et de l'amélioration des performances dans les usines. Et qu'est-ce qui vous a donc donné l'idée de créer une société qui va s'intéresser au pilotage de la production? Est-ce que ce sont des ERP qui sont des gros systèmes? Non, c'est pas des ERP, on vient faciliter tout ce qui peut être interfaçage avec ces ERP, ces logiciels-là, et aussi s'inscrire quand il n'y a pas de logiciel comme ça. On utilise nos logiciels à nous pour pouvoir faire de l'amélioration des performances. Alors, pour clarifier le sujet, on parle bien de solutions de gestion des ressources de l'entreprise, à la fois les ressources économiques, les ressources humaines, mais aussi les ressources des machines de production. Voilà, en gros, mon problème que j'avais quand j'étais responsable de production, c'est qu'il y avait une perte de sens au niveau des opérateurs de production ou des opératrices. On leur demandait de saisir beaucoup de choses sur du papier et sans savoir vraiment la finalité de ces données-là, en fait. Il y avait beaucoup de données mortes. Donc, de votre expérience de la production, vous êtes arrivé au constat que l'opérateur de machine manquait un peu d'autonomie. Et on avait un effet induit qui est le coût de la non-décision. Donc comment redonner à l'opérateur ou l'opératrice les moyens de décider, donc les moyens d'analyse et les informations pertinentes pour qu'ils puissent décider rapidement lorsqu'il y a un problème. Donc Tiziano, aujourd'hui, une machine de production a des équipements pilotés par de l'électronique, des servomoteurs qui se prêtent à ce genre d'automatisation. Oui, tout à fait. Donc une première question pourrait justement être de savoir comment votre application diffère par rapport à ce qui est actuellement réalisé sur ces machines. On sait, la mécatronique, c'est des équipements, des composants qui communiquent vers des unités centrales. Qu'est-ce que vous allez faire de plus ? Alors, nous, il y a deux choses. C'est que c'est très simple d'installation. On plug and prod en 1 heure. Donc, on a Usitab, il y a de la technologie. Donc, c'est des objets connectés, que vous avez des petits boîtiers qui vont aller venir chercher de l'information pertinente, donc des paramètres critiques. Donc, Usitab, c'est ce boîtier. Voilà. Qui vont communiquer à des tablettes numériques, à des applications sur les tablettes numériques pour que les opérateurs, les opératrices prennent des décisions en temps réel. Et ensuite, c'est supervisé et analysé au niveau d'un logiciel qui est sur le cloud, sécurisé sur un site internet pour que l'encadrement ou les méthodes puissent analyser les données qui sont remontées. Donc c'est 3 choses. Et c'est aussi des services. Donc on fait du conseil et de la formation puisqu'on utilise ces nouvelles technologies pour rendre transparente l'utilisation de méthodes d'amélioration. Alors Usitab, c'est la contraction de usine et tablette en quelque sorte. Ouais, tout simplement. Non, je voulais juste vous demander, par rapport à ces différentes applications, donc on sait les industriels dans la machine, on parle souvent de taux de rendement synthétique, de productivité. Les industriels veulent savoir si ce qu'ils investissent, justement, qu'est-ce que ça leur apporte. Est-ce que ce type de fonctionnalité est présent dans votre application ? Oui, tout à fait. Est-ce qu'on va suivre les paramètres critiques? En fait, le retour sur investissement est sur plusieurs axes. On va suivre les paramètres critiques, donc un volume de remplissage pour l'agroalimentaire, un TRS, donc un rendement synthétique, en captant avec nos petits boîtiers le nombre de bouteilles, par exemple, qui sort de la machine. Alors, le rendement synthétique, c'est quoi? C'est de la statistique? C'est de la productivité? C'est les deux, en fait. On va prendre ces informations-là, on va les traiter statistiquement et on va informer l'opérateur de production que s'il continue comme ça, dans 1 heure à peu près, il y aura des sur- ou des sous-remplissages. Et vous allez agir c'est-à-dire c'est l'opérateur qui va intervenir sur la machine, ou alors avec votre système, vous pouvez aussi piloter la machine, c'est-à-dire faire de l'action directe sur l'équipement?
C'est une bonne question. Donc nous, on a pris le parti pris que ce soit l'opérateur qui ait l'information qu'il y a une dérive. On est beaucoup dans la capitalisation du savoir, donc on va mettre à l'intérieur au fur et à mesure des solutions pour revenir dans la zone sous contrôle. Mais c'est à eux de qualifier les problèmes, c'est à eux de résoudre les problèmes, en fonction des interfaces machines qu'ils peuvent avoir sur la ligne de production. C'est très simple. Est-ce que l'opérateur doit suivre une formation pour utiliser ces outils, ou justement c'est la simplicité qui fait la force de la solution? Ouais, la simplicité, en 1 heure, c'est fait. On installe en 2 minutes et on forme l'encadrement ou les opérateurs à paramétrer en une journée pour chaque application. Mais la formation, elle est plutôt sur de la méthode. Et nous, la méthode, c'est du Lean Six Sigma, c'est de l'animation à intervalles courts et c'est du management visuel. Alors une question, en voyant cette boîte noire un peu ici, donc comment ça se passe? On la connecte, déjà est-ce qu'on la connecte avec des câbles, ou c'est du Bluetooth, c'est du Wi-Fi? Et sur quoi doit-on connecter cette boîte noire? Cette boîte noire, elle se connecte avec un câble à une machine qui peut contrôler, donc une balance, une machine qui peut déterminer le couple de serrage d'un bouchon, qui fait des dimensionnels, une petite cellule qui compte des unités, et puis elle est alimentée en même temps, en fait, et puis elle communique comme ça en Wi-Fi à la tablette directement. Alors, il faut autant de boîtiers que de machines, ou un boîtier peut suivre plusieurs machines? Un boîtier peut suivre plusieurs machines. C'est-à-dire combien? Ouais, ça dépend de la couverture du Wi-Fi. En fait, c'est plutôt sur un rayon de 10 à 15 mètres. D'accord. Puisque on envoie les données sur des tablettes qui sont mobiles. Donc on se balade aussi avec la tablette. Alors, l'opérateur au sein de l'atelier de production et de l'usine a sa tablette comme outil de réception et d'analyse des données. Voilà. Et tout ça est connecté en Wi-Fi avec ces boîtiers qui sont reliés au réseau Wi-Fi de l'usine. Voilà, et tout ça est administré et on a les données en temps réel aussi sur un serveur web. Tiziano? Oui, j'ai une question justement sur la tablette, parce que aujourd'hui tout le monde exploite ces systèmes mobiles, aussi les fonctionnalités des écrans tactiles qui permettent de zoomer. En fait, les opérateurs sans formation, parce qu'ils ont un téléphone, savent utiliser une tablette. Je voulais savoir qu'est-ce que justement vous avez prévu en termes d'ergonomie pour permettre aux opérateurs déjà de capter les informations et les bonnes informations, et ensuite de donner des ordres. C'est-à-dire comment a été traitée l'interface homme-machine, et donc en l'occurrence la tablette? Nous, on est sur, comme on dit, user-friendly. On utilise vraiment, on se rapproche des applications qu'il y a dans le grand public. Et on a créé nos applications pour qu'ils puissent caractériser des écarts très facilement. C'est-à-dire avoir de l'information. Si l'information change, avoir des notifications comme quoi il y a des systèmes dans le système documentaire, il y a des choses qui ont changé. Et qu'ils aient la possibilité de créer des documents eux-mêmes. Donc, que la création de standards se fasse sur le terrain. Donc, en prenant des photos, en annotant dessus et que ça remonte directement sur le système. Alors, à l'écran, nous voyons passer des copies. Donc, c'est le genre de documents que l'utilisateur va traiter. Voilà, par exemple, vous recevez une nouvelle machine où il y a un de vos experts qui est assez âgé qui va partir à la retraite. Vous souhaitez capitaliser le savoir, donc vous prenez des photos et dessus on vient mettre des petites balises. Enfin, le client vient mettre des petites balises, l'industriel vient mettre des balises avec des choses à faire. Et on a créé en 5 minutes un mode opératoire et donc on garde dans l'entreprise son savoir. Donc c'est vraiment cette simplicité du déploiement qui fait la force par rapport à un système, on va dire, centralisé, où il faut du paramétrage en haut, en quelque sorte. Voilà, il faut du paramétrage en haut, ça va redescendre. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de simplifier tout ça, combler un peu les vides pour que l'entreprise se l'approprie et le fasse vivre, que ça soit tout le temps à jour. Tiziano? Alors j'ai une question par rapport à l'utilité des photos et éventuellement des vidéos. On sait que les opérateurs sont friands de ce type d'outils, c'est-à-dire au lieu d'expliquer, voilà, il faut intervenir sur le câble rouge qui est à droite au fond de la machine dans le carter A, une simple photo aujourd'hui permet à l'opérateur de lui indiquer où intervenir s'il faut intervenir sur la machine. Est-ce que ce type d'option est prévu dans votre système? Oui, c'est au centre même, donc sur la caractérisation des écarts, où là on prend une photo et on note dessus, ou on prend une capture d'écran d'un document de l'entreprise et on note dessus comme quoi cet écran, enfin ce document n'est pas à jour, et ça remonte directement dans le système documentaire, ou ça remonte directement aux personnes de manière participative, aux personnes en charge de la maintenance, ce genre de choses, et puis on va beaucoup plus vite pour cerner un problème et puis pour le traiter. Alors Loïc, on va rentrer un peu maintenant dans la démarche de l'entrepreneur, de la vie d'une start-up. On a vu à l'écran que vous aviez obtenu un Oscar de l'emballage, donc on s'est rencontrés il y a 3 ans et vous n'aviez pas encore créé votre société, vous étiez encore au stade du projet. Est-ce qu'aujourd'hui, se lancer
comme ça dans un outil de contrôle de la production quand il y a des géants mondiaux comme SAP qui se positionnent sur ce type de marché? Est-ce qu'il faut être inconscient ou avoir beaucoup de courage? Non, il ne faut pas être inconscient, il faut valider ça. Déjà, la première étape, c'est valider son idée, son projet. Donc, d'avoir le prix, c'était une sorte de validation. Alors, comment on valide son projet? Est-ce qu'il faut devenir le roi du pitch, être capable d'expliquer en 2 minutes à quelqu'un ouais, ça on l'apprend. Il y a une formation pour ça? Il y a des formations qui aident à créer son entreprise, bien sûr. On l'apprend, puis après, on passe pas mal d'entretiens. On passe des concours, et après, on a les premiers clients. Donc ça, c'est déjà des preuves aussi. Et puis, on rôde son pitch en fonction, quoi. Alors, quel est le plus difficile? Tout est difficile, vous allez me dire. On m'a donné l'expression que créer une start-up, c'est faire un marathon en faisant ses lacets. Et donc, je crois que l'expression est assez juste. L'argent, c'est un vrai problème. Est-ce qu'il faut des commandes? Est-ce qu'il faut des financeurs? Est-ce qu'il faut toujours lever des fonds? Mais il faut faire les deux, en fait. Il faut rentrer du chiffre d'affaires et en même temps prévoir son fonds de roulement, donc lever des fonds. Donc nous, on a fait une première levée de fonds en mars 2016 et en début 2017, on en fait une deuxième. Alors la première levée de fonds était de quel ordre? Toute petite, de 100 000 euros, mais pour stabiliser la R&D, en fait. Donc vous avez commencé avec 100 000 euros? Ouais. Et la deuxième? Et la deuxième, de l'ordre de 400 000 pour pouvoir staffer le marketing commercial, puisque on commence à avoir une vingtaine de clients, dont des grands comptes, et on veut se positionner comme la start-up de l'usine 4.0. Donc se faire connaître, parce que pour moi, on est à l'année zéro de l'usine 4.0 en France. Donc vous pensez aujourd'hui que votre projet s'inscrit dans une tendance de fond et que vous êtes monté dans le train au début de cette révolution qui s'annonce? Voilà, c'est des outils simples, connectés. Ouais. C'est ça. Connecter rapidement et puis dire aux industriels, essayez-le, faites des preuves du concept, essayez-le sur un petit périmètre et vous verrez qu'en 3-4 mois, vous avez un retour sur investissement, que ça va être le terrain va se l'approprier et vous déployer très facilement et les retours sont là, quoi. Digitalisez et ne ratez pas cette révolution. Alors aujourd'hui, la vie du fondateur de JITAB, c'est quoi? Des visites d'usines, c'est des salons, c'est des rendez-vous, c'est des démos? C'est tout ça. C'est tout ça. C'est tout ça, plus beaucoup de rendez-vous actuellement avec des cabinets de consultants en excellence opérationnelle, en lean management, puisque ces personnes-là qui n'utilisent d'habitude pas trop de soft, nos logiciels, utilisent les nôtres puisqu'on rend transparentes les méthodes d'amélioration continue et ils qualifient plus rapidement nos clients. Alors justement, avec Tiziano, on a vu que souvent, quand on évolue avec une solution de gestion de la production, souvent ça amène à changer les méthodes de production et ça amène l'entreprise à réfléchir à son organisation. Est-ce que dans votre métier, vous n'avez pas à la fois une solution et la façon de revoir sa production et de se remettre en cause? Est-ce que c'est parfois pas le premier obstacle dans votre projet? C'est l'obstacle parce que c'est un mini-projet, enfin c'est un projet d'entreprise en fait. Voilà. En gros, on a une entreprise souvent qui va, à toutes les strates, qui va contrôler, je le caricature un peu, mais qui passe son temps à contrôler et à saisir, et avec des outils comme ça, et en les accompagnant, ça va être une entreprise qui va plutôt assurer et analyser. Donc comment on les aide via des consultants ou nous aussi à faire cette transition-là? Le terrain, c'est pas un problème. Les opérateurs, les opératrices, c'est pas un problème. Il faut passer du temps avec, toujours pareil, avec l'encadrement de proximité. Tiziano? Donc vous êtes combien de personnes aujourd'hui dans votre entreprise? Alors on est 4 en interne, mais on est 10 en fait à peu près. Et la deuxième levée de fonds pour basculer cette année à 8. Donc voilà. Vous avez commencé tout seul. Tout seul, ouais. Et aujourd'hui, vous êtes déjà à 8. Ouais. Donc c'est plus une start-up, c'est une entreprise, dites-moi. Ça se développe. Donc le déploiement se passe comment? Est-ce que vous faites un pilote? Est-ce que votre client doit investir? Quelles sont les étapes? Alors le process normal, c'est qu'on va faire une première réunion, on fait une journée de diagnostic pour savoir où est-ce qu'on peut lancer le pilote, est-ce qu'il y a un engagement de la production, de l'équipe de production sur des retours sur investissement. On va aussi valider le retour sur investissement avec le responsable financier. Donc on passe par toutes les strates de l'entreprise. Ouais, on essaye de faire ça vite quand même. Et après, on teste et au bout de 4 mois, on décide. Alors, est-ce que parfois, j'emploie un terme un peu fort, mais votre intrusion dans une entreprise qui pense qu'elle fonctionne bien, est-ce qu'elle peut être vue comme perturbatrice ou est-ce qu'il faut rassurer et dire que vous êtes là pour améliorer et pas pour remettre en cause? Oui, mais il faut le dire. Et puis, il y a souvent...
les personnes sont quand même à l'écoute et ça résout beaucoup de problèmes pour eux, enfin, surtout aux gens de terrain. Donc c'est en interne, c'est les responsables, les qualité, production sont nos prescripteurs principaux pour les décideurs en fait. Alors, avec Tiziano, on s'intéresse à l'industrie 4.0, on s'intéresse aux standards aujourd'hui. Est-ce que votre solution s'adapte à tous les types d'automates, de servomoteurs, de bus, enfin tout ce qu'on peut trouver dans une usine aujourd'hui? Ou est-ce qu'il faut un peu de paramétrage? Non, on vient chercher souvent avec des capteurs, hein, avec juste de la donnée, on la transforme, on la met sur notre boîtier et puis ça communique. Voilà. D'accord. C'est simple, c'est simple. C'est simple. Alors, les conseils que vous pourriez donner à un jeune aujourd'hui, ou à un moins jeune, qui veut se lancer dans une start-up, par quoi il doit commencer? Est-ce qu'il doit d'abord vérifier la validité et la pertinence de son projet? Est-ce qu'il doit se confronter à la vie, à un avis extérieur, ou à l'avis d'un confrère, ou à l'avis d'un néophyte? Pour moi, c'est certain. Enfin, il faut commencer parce que c'est beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de risques quand même. Donc il faut à tous les instants essayer de valider l'idée et de la faire évoluer aussi en fonction de ce qu'on voit. Donc ceux qui sont en charge de certaines industries, les consultants, faire valider son idée et puis y aller. Et la meilleure des validations, c'est la vente. Hein. C'est la vente. Donc aujourd'hui, vous avez combien d'installations et quel est le déploiement actuel? On est sur une vingtaine d'industries, des grands comptes, des grosses usines, mais plutôt régionales, très bien implantées dans l'embouteillage et dans l'embouteillage mobile qui est de la niche, mais on commence à aller là-dedans. Donc l'embouteillage mobile, c'est quoi? De quoi on parle? C'est des lignes de production d'embouteillage qui sont sur des camions et ils vont dans les caves pour embouteiller du vin. C'est le fameux mise en bouteille au château. Voilà. Et en fait, c'est au château, mais sur le parking du château. Voilà, donc eux, ils ont des usines mobiles et ils utilisent nos outils mobiles pour suivre leur production. Et donc, ça plaît beaucoup aux clients, ça. C'est particulièrement pertinent, là. C'est un outil mobile pour une solution mobile. Ouais. Tiziano a une question? Oui, j'ai une question justement parce que ça, on connaît justement les machines d'embouteillage. Et qu'est-ce que ça peut apporter, votre solution? Très concrètement, j'ai mon camion, ma ligne à l'arrière, je vais voir mon vigneron pour la campagne de production. Qu'est-ce que je vais apporter avec ça? Pas mal de choses. En fait, ils vont avoir tous les autocontrôles vont être délivrés directement par mail. Donc là, ils sont friands d'avoir un dossier PDF avec tout ce qui s'est passé sur leur production. Ils vont avoir factuellement les niveaux de remplissage et même la dispersion de son remplissage. Tout sera saisi automatiquement. Et pour l'entreprise qui embouteille de manière mobile, donc au niveau du siège, ils peuvent analyser et en temps réel suivre les différents camions. Bon, c'est le zéro papier et c'est la traçabilité en temps réel. C'est bien ça. Ouais. Avec de l'optimisation en temps réel. Tiziano? Et donc, vous pensez donc à l'embouteillage. Quelles autres applications dans le domaine de l'emballage? Nous, on adresse le marché de l'agroalimentaire parce que c'est ma zone de confort, en fait. J'ai commencé là-dedans. Et puis en matière d'emballage et de conditionnement, c'est un des secteurs les plus importants, pour ne pas dire le plus important. Et puis, il y a un certain retard, on va dire, dans cette numérisation, dans ces équipements pour ce secteur-là. Mais on commence à travailler avec des assembleurs et on voudrait aller dans la santé et la pharmacie aussi. Alors justement, est-ce que dans le déploiement de votre solution, vous pouvez passer par des intégrateurs? Et est-ce qu'au terme de votre aventure, ça ne sera pas la solution? C'est un sujet qu'on va traiter bientôt. Voilà. Ouais. Et vous pourriez, par exemple, former des consultants. C'est ça. Là, déjà, on commence. Là, vous avez commencé. On a des partenariats avec des consultants qu'on forme pour pouvoir déployer nos solutions. Et bientôt, vous aurez des spécialistes qui vont déployer Usitab. Ouais. Et la grande aventure va décupler. On l'espère, ouais. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Bravo et bon vent dans votre aventure. Donc aujourd'hui, nous sommes le jeudi 17 novembre. Allforpack va fermer ce soir. C'était un salon sous une formule sous le nom d'Allforpack. Et vous retrouverez les 4 tables rondes de Innovation Lab Génération Startup sur le site d'Allforpack, sur YouTube et sur emballagemagazine.com. Merci à tous les deux. Merci.